20h, bonsoir et bienvenue à tous. Réunis en session pour 48 heures, les députés de la 8e législature sont invités à analyser et à amender le projet de loi de finances gestion 2020. L'examen en procédure d'urgence des lois issues des conclusions du dialogue politique national est aussi à l'ordre du jour des assises. Le nouveau bâtiment de l'école primaire publique de Gbeto Sud est officiellement réceptionné. Un bâtiment de type R+1, fruit de la réalisation de la première phase du projet asphaltage dans cette localité de Cotonou. Il pourrait abriter près de 400 apprenants. Décédé le 9 octobre dernier, Alex Chaudaton, ancien journaliste et reporter sportif à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, a été inhumé ce mercredi à Ouidah. Une messe a été dite à son intention, des hommages lui ont été rendus. Et voilà pour les principales articulations et on démarre cette édition par le Parlement où l'on tend vers l'adoption des lois issues des conclusions du dialogue politique national. En effet, la demande d'examen en procédure d'urgence de 6 lois issues des conclusions du dialogue politique national a été votée à l'unanimité ce mardi au Parlement à Porto Novo. Les députés se sont aussi prononcés en faveur de la loi portant code des investissements en République du Bénin. Voyons les détails avec Guillaume Avieno. Les députés ont demandé à l'unanimité ce mardi l'étude dès ce jeudi en plénière de 6 propositions de loi issues des conclusions du récent dialogue politique national au Bénin. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la Constitution du 11 décembre 1990, de la proposition de loi portant statut de l'opposition en République du Bénin, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant charte des partis politiques du 27 septembre 2018, de la proposition de loi portant amnistie, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code électoral du 9 octobre 2018 et enfin de la proposition de loi portant financement des partis politiques en République du Bénin. La plénière s'est aussi favorablement prononcée en faveur de l'adoption à l'unanimité du projet de loi portant code des investissements en République du Bénin. Un document structuré en 6 titres qui supprime les régimes D et E de l'ancien code, jugé limitateur du bénéfice des avantages accordés aux investisseurs par l'État. Le nouveau code proposé par le gouvernement crée 2 nouveaux régimes qualifiés de spéciaux visant à favoriser les investissements sectoriels en mettant un accent particulier sur la volonté de celui-ci de développer le tourisme, la culture, les infrastructures sanitaires et sportives. Au regard de la propension de notre pays à la consommation des hydrocarbures sans, normes, le gouvernement a également prévu un régime spécial en vue d'accompagner la promotion de tous ceux qui veulent construire des infrastructures dans le domaine des hydrocarbures, des produits chimiques également. Le code des investissements proposé par le gouvernement va surtout permettre au pays d'adapter le régime des investissements privés aux nouvelles données de l'économie, notamment aux perspectives de croissance. L'objectif principal de ce code des investissements est de favoriser et de promouvoir les investissements productifs, l'investissement vert et socialement responsable en République du Bénin. Encourager la création et le développement des activités orientées notamment vers la transformation de la matière première locale, la création d'emplois durables et décents, la production des biens compétitifs pour le marché intérieur et l'exportation, la promotion de la technologie, la recherche et l'innovation, et de promouvoir la bonne gouvernance, la protection des droits fondamentaux et la transparence à travers la création d'une agence de gestion et des modes de règlement des différends. Même si les députés sont favorables à l'adoption du code proposé, ils souhaitent que le gouvernement prenne des dispositions pour empêcher certains investisseurs d'abuser de l'État béninois. À travers le code des investissements, le Bénin conclut un marché de dupes. Je ne sais pas si actuellement les réformes qui constituent la pierre angulaire du programme d'action du gouvernement est entré réellement
dans le coude. Si c'est le cas, j'applaudis. Et je peux dire que d'ici 1 an, 2 ans, nous aurons des entreprises de transformation de nos produits. Le gouvernement rassure et prend des engagements. Le code est important parce qu'il va nous mettre au moins au niveau des pays voisins. Nous sommes en concurrence mondiale dans ce domaine-là et bien sûr en concurrence avec tous les pays voisins, tous les autres pays africains dans le domaine des investissements. Si nous n'avons pas un code meilleur que les autres, plus attractif, eh bien les investisseurs, y compris même les investisseurs nationaux, iront ailleurs. En somme, le Code des investissements se propose donc de réduire les écarts par rapport aux ambitions du gouvernement, mais aussi de comparer le pays à ses voisins. Restons à Porto Novo et toujours avec les députés. Pendant 48 heures, les honorables de la 8e législature vont s'atteler à s'approprier le projet de loi de finances gestion 2020. Mais avant, ils sont appelés à analyser le document proposé afin de faire des amendements conséquents. On retrouve Guillaume Avienne. À la place d'une plénière, les députés ont eu droit depuis ce lundi, et cela pour 48 heures, à un atelier d'appropriation du contenu du projet de loi des finances gestion 2020. Un atelier d'appropriation qui devrait leur fournir des outils d'analyse du projet de loi des finances envoyé par l'exécutif pour examen et adoption avant la fin de l'année. À la faveur de cet atelier, il a été rappelé à travers 2 communications les performances de l'économie béninoise des années antérieures avec des thèmes, entre autres, intitulés « Cadre macroéconomique et analyse des documents de programmation pluriannuelle ». La situation macroéconomique nationale est marquée par une bonne performance macroéconomique en raison d'une croissance continue sur la période sous revue, 6,7% en 2018, contre 5,7% en 2017 et 3,3% en 2016. Les déterminants de cette croissance sont la bonne tenue de la production du coton qui est passée de 451 121 tonnes en 2016 à 678 000 tonnes en 2018 et des produits vivriers dans un contexte d'une bonne pluviométrie et d'une incitation positive au profit des producteurs de coton. La dynamique du BTP en raison de la mise en œuvre du PAG, la dynamique positive de la branche industrie en lien avec les performances cotonnières, les performances portuaires et ses effets sur le transport. Au second jour de cet atelier organisé par le PAC-POJ, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, un atelier financé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, les députés vont avoir droit à 3 communications, dont une présentation et une analyse des dispositions fiscales contenues dans le projet de loi de finances gestion 2020. Certains députés ont déjà voulu partager avec leurs pairs certaines préoccupations qui pourraient surgir dans les débats en commission ou en plénière dans les prochaines semaines. Le taux d'évolution des chiffres, tout ça là, c'est bon, hein? Mais au plus profond de nos communautés là-bas, c'est surtout les aspects, les mesures sociales. Je vais demander que l'on revienne un peu sur ces mesures-là pour qu'on puisse nous expliquer comment il n'y a pas comprendre ces mesures sociales qui sont déjà prévues dans le budget 2020. Parce que nos populations attendent. La fermeture, n'est-ce pas, de la frontière nigériane nous cause assez de dommages. Donc nous voudrions vraiment que les gens nous disent quelque chose par rapport à ça. De loi de finances gestion 2020 équilibrée en ressources et en charges s'élève à 1986,910 milliards de francs CFA, un montant en hausse de 5,8% comparé à celui de 2019 et postule un taux de croissance de 7,6%. Le projet asphaltage, c'est l'aménagement des voiries urbaines, mais également la réalisation d'infrastructures scolaires. À l'école primaire publique de Beto Sud à Cotonou, un bâtiment de type rez-de-chaussée plus niveau a été inauguré. Il est estimé à environ 255 millions de francs CFA et désormais près de 400 apprenants vont pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Le reportage.
Inauguration en grande pompe du nouveau bâtiment scolaire de l'école primaire publique de Gbeto Sud. C'est dans cette ambiance de grands jours que la communauté scolaire de Gbeto a reçu cette délégation ministérielle au détour d'un cérémonial d'accueil exécuté avec brio. Au milieu d'une foule compacte, les ministres Salimane Karimou et Didier Tonato ont scellé l'ouverture officielle d'un bijou d'établissement dont la construction a coûté 255 millions de francs CFA. Cette coupure symbolique du ruban annonce la mise en service de ce bâtiment scolaire flambant neuf, gracieusement mis à la disposition des apprenants. Ce sont maintenant des locaux plus confortables qui sont disponibles pour accueillir près de 400 écoliers et écolières. C'est un bâtiment qui a 7 classes, 2 bureaux, magasins avec chacun une salle d'eau pour les directeurs des 2 groupes pédagogiques C et D. Sa capacité d'accueil est de 400 élèves. Cette bâtisse change le décor avec plus de confort aux écoliers et aux enseignants. Mais son érection est passée par l'entremise du projet asphaltage. Le ministre en charge de l'enseignement a dressé l'historique du joyau devant la communauté scolaire réunie. Pour manger des omelettes, il faut casser des œufs. Dans le cadre du projet asphaltage, des bâtiments de l'école de Gbeto Sud se sont retrouvés sur l'emprise d'une voie, de la voie qui devrait faire objet d'asphaltage. Et pour que la voie puisse passer, il était devenu obligatoire de raser, de démolir. On se demandait comment il faut pouvoir réinstaller ces centaines d'apprenants, tout au moins 250 ou 270. Mais nous voici aujourd'hui, devant ou en face d'un bâtiment flambant neuf, un bâtiment R+1. Au lieu de 6 classes parties, aujourd'hui nous en gagnons 7. Les ouvriers ont mis les bouchées doubles pour terminer l'ouvrage dans des délais très courts. Les travaux qui ont commencé vers la mi-juillet de cette année ont duré 4 mois. Les différents acteurs de la communauté scolaire de Gbeto Sud ont accueilli avec enthousiasme et soulagement la réalisation d'une telle infrastructure. Notre remerciement, c'est du fond du cœur. Les images que vous voyez sur le panneau ne reflètent en rien la réalité du calvaire que nous avons vécu. Nous savons de quoi nous parlons. Nous avons vécu du calvaire, les enseignants, les élèves. Il faudrait que les images soient prises de l'intérieur de la classe, du haut vers le bas, pour que vous ayez une idée, une petite idée, n'est-ce pas, de la souffrance à laquelle nous avons fait face. Chaque chose a son temps. C'est le moment pour nous, écoliers et écolières du complexe scolaire de Gbeto Sud, d'étudier dans des conditions heureuses. Et à nul autre pareil, grâce au grand projet asphaltage, initié par le gouvernement de notre cher président Patrice Talon. Nous en sommes fiers et très fiers, car vivre et même travailler dans un cadre sain et adéquat augmente la charge de réussite. Les années scolaires à venir se présentent désormais sous de meilleurs auspices pour la communauté scolaire de Gbeto Sud. Mais il faut un bon usage de ce bâtiment scolaire par les bénéficiaires actuels pour que les générations futures puissent aussi en profiter. En écho à cette préoccupation soulevée tel un défi, le porte-parole des enseignants a lié au serment une profession de foi. Nous jurons la main sur le cœur que bon usage sera fait de ce joyau et que l'entretien sera à la hauteur des infrastructures. Plus de classes, moins d'effectifs pléthoriques, le ratio élèves-salle de classe va connaître une nette amélioration avec l'avènement de ce joyau. La concrétisation de ce projet permet ainsi d'anticiper les nouvelles évolutions démographiques. Outre le rez-de-chaussée +1, le joyau inauguré à Saint-Michel-Gbeto comporte 200 tables bancs réparties dans les 7 salles de classe, 9 bureaux pour les enseignants et les directeurs, un bloc de latrines à 8 compartiments et des aménagements extérieurs, à savoir
des bacs à fleurs et des pavés décoratifs. Et l'inauguration de ce nouveau bâtiment a été suivie d'une opération de don de fournitures scolaires. C'est l'initiative du directeur général adjoint Afrique de l'Ouest et centrale de l'entreprise chinoise Sino Hydro. Avant la cérémonie de remise des fournitures aux élèves, il a salué les bonnes relations qui existent entre la Chine et le Bénin. 我在此代表中国水电特别感谢总统先生、部长先生以及项目业主方对贝宁市政道路项目的支持。 Je souhaite, au nom de Sino Hydro, remercier sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre du Cadre de Vie, ainsi que le maître d'ouvrage pour leur soutien. La société Sino Hydro, comme par le passé, continuera de soutenir la construction des infrastructures au Bénin, de contribuer au développement du Bénin grâce aux normes de qualité élevées, afin d'être à la hauteur des attentes du gouvernement et de la population du Bénin. Pour exprimer l'intérêt particulier porté à l'éducation béninoise, je déclare que Sino Hydro a fait don de 900 sacs d'écoliers et cahiers aux enfants de l'EBBJ au Sud. 希望孩子们在新的教学楼里努力学习，早日成为贝宁的栋梁之才。 Nous espérons que les élèves étudieront assidûment dans le nouveau bâtiment pour devenir très bientôt des piliers du Bénin. 中贝友谊万岁！ Je vous remercie. Vive l'amitié sino-béninoise. Reddition des comptes au travers de la revue du plan de travail gestion 2019 au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. En procédant à l'ouverture officielle des travaux, le ministre Modeste Tionté Kérékou a fait le point des acquis et des défis à relever au sein de son ministère. Le compte rendu avec Océana Moussou et Bénédicte Bossou. Dernier trimestre de l'année 2019, l'heure est au bilan au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. La présente revue se tient dans un double contexte d'élaboration du plan de travail annuel 2020 et de la préparation des documents de présentation du budget 2020 du ministère à l'Assemblée nationale. Donc, une période d'intense activité pour les acteurs de la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation. Cet exercice étant impératif et obligatoire, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises exhorte toutes les parties concernées à avoir le cœur à l'ouvrage. Nous ne pouvons pas, en tant que ministre, membres du cabinet, directeurs centraux, directeurs généraux, recevoir des subventions de l'État, recevoir des ressources publiques et ne pas en rendre compte de l'utilisation. Nous sommes en charge, collégialement, vous et moi, des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Donc je voudrais que nous tous, nous puissions mesurer la charge qui nous incombe et l'espérance que nous devons pouvoir donner. Plusieurs communications vont meubler cette revue du plan de travail gestion 2019. Elles déboucheront sur des recommandations adéquates aux fins d'améliorer le secteur de la promotion de l'emploi pour les années à venir. Une activité en différé dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille ce lundi 27 octobre. Il s'agit d'une conférence de presse initiée par l'ONG Ciradis et son réseau de partenaires. Le numérique et les droits à la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille au Bénin. Quel enjeu et quel défi? C'est le thème qui a alimenté les échanges dont ont été témoins Nicanor Kovi et François Zinsou. L'utilisation actuelle de la contraception est de 6,3% pour les adolescentes de 15-19 ans, ce qui accroît leur vulnérabilité. Non réquisitoire du directeur exécutif de Ciradis à l'entame de cette conférence de presse. Violence, stigmatisation et mots divers, la situation de la jeune fille au Bénin lui paraît encore bien fragile, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, miroir d'une vulnérabilité particulière. À ce sujet, le bruit des statistiques fait fureur, mieux encore. Le SDG 2017 a montré que
plus de 40% des filles scolarisées n'ont pas accès à la radio, à l'information à la radio, à la télévision et sur d'autres médias. Heureusement ou malheureusement, qu'il y a les TIC qui font que ces filles sont exposées à l'information, mais avec les travers que nous connaissons aussi. La communication du jour embrasse les mêmes enjeux. À l'aune de la loi 2003 sur la santé sexuelle, la jouissance des droits sexuels de la fille à l'aide du numérique apparaît comme une problématique de grande préoccupation, au point d'en rappeler aux priorités des autorités politico-administratives. Ciradis et ses partenaires de la société civile, notamment l'Alliance Droit et Santé et le Roi Femme, lancent un appel pressant aux autorités nationales afin que soient rendues opérationnelles toutes les lois et autres documents de politique, y compris dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce faisant, nous briserons les frontières et les barrières d'accès des filles aux services de santé de la reproduction afin qu'elles puissent exprimer leur potentiel en tant qu'actrices de développement. Retarder l'accès des jeunes filles au smartphone afin d'en assurer une meilleure sécurité à l'aide des réseaux sociaux. Voilà l'une des idées forces retenues par les professionnels des médias à la sortie de cette conférence de presse. L'école catholique Jeunesse Bonheur a été créée pour former chaque année les jeunes à la foi chrétienne. Elle fête son 5e anniversaire de création et l'événement a été marqué par une messe d'action de grâce. Retour sur cette célébration eucharistique avec Axel Dancy, Gilles Dansou et Michel Legbe. La célébration eucharistique ouvre le bal des festivités de ce 5e anniversaire de l'école catholique Jeunesse Bonheur. De la procession jusqu'au sermon du prélat, c'est une ambiance de gaieté. Dans son homélie, Monseigneur Roger Rumbedi exhorte les jeunes de cette école à une vie de reconversion et de prière. Être converti selon ce texte d'évangile, c'est quoi? Être converti, c'est faire l'aveu devant Dieu de notre misère, de notre pauvreté, et reconnaître que Dieu est le seul capable de nous arracher de la mort. Mais l'un des temps forts de cette messe d'action de grâce, c'est l'engagement de ces jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Face à cette communauté, ils désirent renforcer leur foi de vie chrétienne. Vous accueillons les uns les autres comme don de Dieu, comme il en est entre le Père, le Fils et l'Esprit. Vous y engagez-vous? Oui, nous nous engageons avec joie. Ils sont décidés, prêts et s'engagent à accomplir leur mission. Et pour finir, reçoivent le livre de vie des mains de l'évêque. 5 ans d'existence, ça se fête, a rappelé le directeur de ce centre d'éducation qui forme les jeunes gens à la vie en société. Elle accueille des jeunes garçons et filles de 18 à 30 ans qui prennent une année entière, 9 mois de leur vie à l'école du Christ afin de changer leur cœur. Et la formation du cœur est très importante. Jean-Paul II disait que pour changer le monde, il faut changer le cœur de l'homme. Donc on peut dire que la Jeunesse Bonheur commence la transformation, le changement du monde. Jeunesse Bonheur est la seule école catholique en Afrique de l'Ouest qui forme les jeunes à la vie morale, chrétienne et communautaire afin qu'ils puissent porter l'évangile dans le monde. Feu Alex Chaudaton conduit à sa dernière demeure ce mercredi au cimetière Vasero à Ouida. Le journaliste sportif émérite à la voix singulière avant son inhumation a eu droit à une célébration eucharistique entre douleur de la séparation, émotion et hommage. Retour sur les temps forts des obsèques avec Patrick Nimavo, Hugues Zinsouzuno et Robert Edor. Le froid et le silence règnent en maître au moment de l'homélie du dernier hommage à Alex Chaudaton à l'église catholique Saint-Jean de Cotonou. Moment de méditation, mais aussi de recueillement de la famille, des collègues, des amis et proches de l'une des plus grandes voix de la télévision au Bénin. Le père célébrant dresse à nouveau le parcours d'un journaliste hors norme qui a marqué les esprits et influencé plusieurs générations à travers ses présentations
d'émissions sportives. 21 jours après sa disparition, jour de son inhumation, sur le parvis de l'église, une pluie de témoignages et d'hommages à l'intention de l'homme qui jouait des mots comme ses protagonistes favoris le feraient du ballon. Presque septagénaire, dont le parcours a inspiré des générations de reporters et journalistes, semble présent dans la salle. L'émotion est telle qu'on peut lire dans les regards des souvenirs que chacun garde de l'érudit du micro. Le ministre, par ma voix, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, à l'ORTB et au peuple béninois tout entier. Souhaitons maintenant qu'il trouve la paix et davantage de bonheur dans le monde où il se trouvera. Et que son exemple inspire aussi les jeunes générations. Les primes de Alex, c'est pour acheter d'abord un stylo. Des stylos qui peuvent coûter 50 000, les achète. Et après, il achète les journaux de la presse sportive. Moi, je retiendrai quelques éléments de lui. Les questions comme l'assiduité au travail, l'entêtement à bien faire ce qu'on fait. Sa force majeure, sa force principale, c'est la passion qu'il avait pour le métier. Donc je crois qu'il a tout donné dans sa vie, il a tout donné pour ce pays. Un monsieur, disons, totalement ouvert, fair play, et sans tabou avec Alex. Il n'y a pas de tabou avec Alex. Alex est un cousin à moi. Ma maman et son papa sont des frères et sœurs. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Ça fait des années que je le connais. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre que de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il lui a accordé comme grâce. Puisse-t-il, de sa nouvelle demeure, continuer à veiller sur les siens. C'est un homme de culture, de grande culture chez Jonathan Alès. Il connaît non seulement le taekwondo, il connaît le monde sportif béninois. Et Alex a été, pour tout le monde, l'un des meilleurs journalistes en Afrique. Lorsque Alex prenait le micro pour retransmettre les matchs, lorsqu'il faisait le compte-rendu, c'était une sommité journalistique. Les grands journalistes se souviennent toujours de sa prestance, de ses différentes prestations. Alex Chaudaton est parti, nous le pleurerons longtemps, mais ce qu'il a laissé comme œuvre est immense. Je demande aux jeunes de suivre ses traces. 3 célébrants, le père Ponce, assisté du père Tidjani et du père Sostène Alapini, un triptyque qui rappelle l'univers d'Alex. Le stade, le plateau télé et les points de rencontre avec ses amis. Alex Chaudaton repose désormais ici à Vasseho, mais on gardera de lui cet immense bonheur qu'il a donné aux enfants durant toute sa carrière. Il a semé dans les cœurs des émotions indescriptibles. Il a également partagé avec ceux qui l'ont connu sa simplicité. Il restera sans nul doute dans la mémoire collective comme l'un des plus grands reporters sportifs du Bénin. Union de prière pour le repos de l'âme de notre cher papa Alex Chaudaton. Et sur ce, se referme cette édition. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Le rendez-vous de 23h30, c'est avec Awa Chérif. Restez câblés.